Madame, Messieurs, bonsoir et bonjour. Merci pour la fidélité à Business and Market Télévision, BMTV, qui a pour vocation de vous produire des émissions qui portent sur des sujets particulièrement axés sur le développement de la République démocratique du Congo et ainsi faire un état des lieux de la situation du pays sur plusieurs plans. Ce jour, nous allons évoquer un sujet qui vous intéresse aussi particulièrement et cela sera juste après cette petite annonce publicitaire. Nakuma bolo você si kebe. O kabine na lebi munoka mboka esengo lekingai. Nakuma no somantu ne mboto. Mbiobe. Na bioki mayete. Non. Mais ce n'est pas possible. Hein? Alors que le ministère de l'économie a s'aligné, a facilité ma tâche, l'exonération et paille, a signé, voire même le protocole d'accord avec l'importateur. Mais biloko ils ont quitté papa. Ils ont ignoré. Ma bana, kapila zo comprendre te, malgré ba avantage nyo so yo tanga. Ezo kitaka te. Rien. OK. Nazo. Ouais. Oui, entrez. Oh, monsieur l'opérateur économique, l'homme d'affaires. Alors, quel bon vent vous ramène chez nous? Oh, Nathalie Sengo. Yo, mais oh, merci bien. Ah bon? Oh, car bien quitté. Na wuti bolobo. Oh, Aller-retour na hors bord na ngai. ah bon? Désormais, chaque 2 mois, bolobo. Na keta la famille. N'est-ce pas? Ce que mon le prix à carburant et Kitty, eh bien, Ezabungo, l'ikanisi ya vice-premier ministre, ministre ya économie, na lisungi ya première ministre, mpe na bokasi ya tata mokonza ekolo chef de l'État, Fachi Béton. Oui, entrez. Oh, Ngalouf Worok. Ah, vous voyez, justement, c'est un opérateur économique. Aïe qu'on remercier Bisso pour n'avoir que prix à carburant et Kitty. Ouais, les aïe, sur le prix à carburant et quitté. Mais bilo quoi bien? Papa, tcha pour les quitté. Galouf. Nous sommes pour les détaillants des bazars compliqués. Au lieu d'adapter le prix pour la population à ce pays-là, peut bénéficier de la décision du gouvernement à solo lina ba importateur, mais non, bango bazo calé. Donc, bango tu vas te barrage. Mais oui. Alors, tu peux barrage ou un couloir refungwana. Un peu placé là. Bon, c'est quoi? Ah, sikoyo. Bakonzi balobi boy. Oyo akozwama. Mbala oyo. Ah. Et tumbu ya munene kukwela ye. Bakanga bango kaka. Ah mais oui. Bakanga. Mais oui, c'est trop. Yambaloyo. On est de retour sur ce plateau pour évoquer un sujet important. Nous sommes un pays de 2 345 410 km². Et vous le savez, nous avons des difficultés qui sont liées au déplacement de nos populations, particulièrement en ce qui concerne nos routes qui connaissent des problèmes assez importants. L'un des moyens les plus efficaces pour se déplacer en République démocratique du Congo demeure l'avion. Nous allons recevoir ici sur ce plateau une importante personnalité. Il s'agit de M. Mutamba Malwa. Il est secrétaire général de l'UNAC, RDC. L'UNAC, c'est l'Union nationale de l'aviation civile. Je vous dis bonsoir, M. Mutamba Marvel. Bonsoir, M. Chevalier. C'est un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. Nous l'avions reçu la première fois lorsqu'il évoquait les raisons, les faits d'ailleurs lui donnent raison quand il parlait de l'inopérationnalisation de l'aéroport de Goma et de Bukavu au regard d'un certain nombre de faits. Et jusqu'aujourd'hui, en tout cas, il a raison. Parce que c'est toujours inopérationnel, ces aéroports, ils les sont toujours. Monsieur Mutamba Marvel, dites-nous, la République démocratique du Congo, c'est pratiquement une position stratégique au niveau de l'Afrique. Nous sommes au centre, nous permettons à ce que nous puissions relier les nord et les sud, peut-être même l'est et l'ouest. Mais
nous ne constituons pas ces hubs-là importants qui devraient servir à tout le monde et même nous-mêmes devrions disposer d'un géant au niveau de l'aviation qui nous permettrait de desservir plusieurs coins du monde. Qu'est-ce qui se passe et c'est quoi le problème? Déjà, la question, elle est très bien posée, aussi pertinente que ça. Et ici, l'acteur majeur de cette position géostratégique, c'est la Régie des voies aériennes, donc la RVA. Pourquoi est-ce qu'elle est au cœur de cette question? Parce que c'est elle, cette entreprise du portefeuille de l'État, qui gère les aéroports et les aérodromes en RDC, dans notre pays. Quand on parle des NUB, on voit un aéroport. On voit un aéroport, on voit le gestionnaire. Quand vous regardez l'aéroport ou les aéroports que gère la Régie des voies aériennes, il y a un problème au niveau d'amélioration d'infrastructures. C'est bien beau de construire des bâtiments, on va accueillir, ainsi de suite, mais il se pose un problème sur les pistes, sur la capacité d'accueil des tarmacs. On ne va pas nous dire aujourd'hui qu'on a refait un aéroport et on nous dira, par exemple, que la capacité d'accueil est de 100 ou 150 avions. Ce qui n'existe pas encore pour le moment. On n'arrive pas jusqu'à atteindre 80 avions. Déjà, quand vous voyez l'aéroport international de Njili, quand vous avez les vols internationaux, vous ne pouvez pas accueillir plus de 10 gros porteurs. Déjà, pour l'aéroport international de Njili, qui est le miroir de la République, on ne peut pas accueillir plus de 10 gros porteurs. Être un hub, c'est pouvoir accueillir presque, je ne peux pas définir, mais il faut avoir un grand nombre d'avions, gros porteurs qu'on peut accueillir. Parce que ce sont des gros porteurs qui nous traversent, qui viennent de Londres, Londres Heathrow pour Djobourg, les Caps, et ainsi de suite, ce sont des avions qui nous traversent. Swissair, Air France, American Airlines, Qatar Airways, Ethiopian, toutes ces compagnies nous traversent. 2-3 vols le jour ou la nuit, ça dépend. Mais en cas de problème, vont-ils se poser à Kinshasa? Parce qu'en fait, la question du hub, il y a certains critères pour avoir un hub. Vous ne verrez dans aucun aéroport de la RDC où on trouve en son sein un hôtel. Il n'y en a pas. Ah, voilà, il n'y a pas. Donc quand on dit un hub, on voit par là des vols de connexion. Je quitte, le cas d'espèce, je quitte Lubumbashi, j'arrive à Kinshasa à 7 h du matin et ma connexion c'est à 13 h. Où est-ce que j'attends pendant tout ce temps à Kinshasa-Njili? Quelle est la connexion que j'ai? Vous allez arriver à l'aéroport de Njili, vous posez la question où se trouve la salle de transit? Il n'y en a pas. Ah voilà. Et comment est-ce qu'on veut, on veut être un hub? Quand déjà ces petites questions, on ne sait pas répondre. Et quand vous avez des gros porteurs qui sont déjà stationnés sur le tarmac et que d'autres avions arrivent, il se pose déjà actuellement, on n'a pas assez de compagnies qui viennent, mais il se pose déjà un problème de tarmac. Il va se poser un problème de carburant et ainsi de suite. Ok, ça c'est très important ce que vous dites, mais quand vous évoquez la question sur laquelle il n'y a pas assez de compagnies qui viennent, je dis que nous sommes en train de subir les autres compagnies, puisque je peux en citer, il y a Ethiopian qui est là, parlons de compagnies africaines, hein. Il y a Askai, Air Côte d'Ivoire, nous avons les Tanzaniens qui sont là, Air Tanzania, Uganda Airlines, qui est Kenya Airways, tout ça. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus au fait? Nous sommes en train d'accepter, c'est vrai que la connexion du monde voudrait quand même que ce soit un village planétaire, mais c'est quand même un échange qui doit intervenir. Entre-temps, nous n'allons nulle part, mais tout le monde vient chez nous. Il y a un principe dans l'aviation qui est dans le droit aérien, on parle de la réciprocité de vol. Je viens chez toi, tu viens chez moi. Mais quand vous ne venez pas chez moi, on paye des royalties. Comme dire, on paye des droits. Ces genres de fréquences dérangent en fait notre pays. On ne peut pas être hospitalier sans aller chez les autres. Ça veut dire qu'ils nous prennent nos passagers chez nous. L'argent, quand ils payent les billets, vont chez eux. Pas chez nous, parce qu'il n'y a pas une compagnie. Et nous sommes aussi grands perdants dans ce sens-là, parce que, imaginez-vous, on ne s'imagine pas, c'est un fait. Je vais aller à Dar es Salaam. C'est un exemple. Je prends quelle compagnie? Quelle est la compagnie congolaise où le Congolais peut se dire, moi je consomme congolais? Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Donc, je fais la promotion d'une compagnie étrangère. Pourquoi nous n'y allons pas? Je pense que... On n'a pas d'avion.
est-ce une volonté de dire qu'on n'a pas d'avion? Vous savez, c'est un peu difficile pour nous, Congolais lambda, d'apprendre que les sommes présumées détournées, parce qu'il faut des procès et ainsi de suite, et quand on entend les millions qui sont détournés, qui sont ainsi de suite, et vous entendez les prix que coûtent des avions, ça fait mal. Et se dire on n'a pas d'avion, je pense que le problème il est plus au niveau de la volonté d'y faire et aussi des acteurs qui sont là. Le grand problème, on peut bien avoir la volonté, mais vous avez un acteur qui ne comprend pas les enjeux de l'aviation dans ce pays. Eh bien, on n'avance pas. Pourtant, l'aviation, ça constitue un modèle économique particulier et on ne saisit pas la balle au bon, nous, chez nous, en République démocratique du Congo. Les autres pays vivent effectivement de l'aviation particulièrement. Oui. On peut parler de l'Éthiopie. Éthiopie, c'est Ethiopian, excusez-moi de les citer, comme étant un modèle. C'est Ethiopian qui vend l'Éthiopie. Et on peut parler aussi même de Lomé qui est devenu aussi un hub. Et les autorités ont construit des aéroports qui sont conformes à ces exigences-là. Nous sommes derniers en termes d'infrastructures aéroportuaires, apparemment. Ma petite lecture, quand vous parlez d'Ethiopian et d'Askai, je prends l'exemple d'une compagnie ici locale, un pavillon national, donc le pavillon national. Ethiopian a un aéroport propre à lui. Ça, c'est connu. Ethiopian a son propre centre de formation. Ethiopian a des hôtels. Ethiopian, en fait, c'est tout un package d'une entreprise. Elle ne vit pas que de la vente de billets. Le tourisme s'accompagne à l'intérieur, vous trouvez qu'il y a des véhicules, ainsi de suite. C'est ça qui fait Ethiopian. Un vrai holding, si on peut le dire ainsi. Voilà. Mais quand vous regardez les pavillons nationaux congolais, on se limite qu'à vendre les billets. Mais quand il faut faire certaines actions, vous ne puisez que tout dans la vente de billets. Mais Ethiopiens, par exemple, quand ils forment des élèves pilotes, des hôtesses, des mécaniciens, ce sont d'autres ressources qui s'ajoutent à la compagnie, différemment de chez nous. Quand il faut, par exemple, les vols de connexion, et c'est même fait exprès, de manière marketing, dit votre connexion, vous arrivez à 10, et vous prenez pour... On dit le lendemain même. Et on vous dit que votre visa ne vous permet pas d'aller à l'extérieur de l'aéroport. Pour le confort. Vous dites, je veux louer un hôtel chez Ethiopian et je veux dormir à l'aéroport, mais je paye encore de l'argent chez Ethiopian. D'où vous aurez un prix de billet attractif, moins cher, mais quand vous arrivez, c'est tout ce manque à gagner que la compagnie récupère sur vous en étant sur place à l'aéroport. Je vais donner un exemple. On vous dit Kinshasa, Lubumbashi, c'est 400 $. C'est un exemple. Une compagnie étrangère arrive et vous dit, écoutez, moi je fais Kinshasa, Lubumbashi à 800 $. C'est-à-dire qu'il y a un 400 $ qui manque. Et Ethiopian vous dit, effectivement, moi je vous fais à 400 $. Mais seulement, vous passez via à 10. Vous quittez à 7 heures, vous arrivez à 11 heures à 10, et vous dites, non, le prochain vol, c'est que vous quitterez à 2 heures pour être à 6 heures à Lubumbashi. Mais vous êtes arrivé à 10 à 11 heures, et votre vol est à 2 heures du matin. Vous devez dépenser de l'argent. Vous allez dépenser les 400 $ de différence, si vous le souhaitez, bien sûr. Vous allez dépenser les 400 $ de différence au niveau d'Addis. Plutôt la restauration, le Wi-Fi, tout ce qu'il faut, vous allez dépenser. Les petits cadeaux à acheter, des petits... Tout à fait, les parfums. Voilà. Tout ça, vous allez laisser les 400 $ au niveau d'Ethiopian, qui va récupérer parce que c'est un passager qui vient. Et le lendemain, vous faites votre... Pour vous, vous n'allez pas sentir les 800 $. Mais Ethiopian a récupéré ces 800 $. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est un peu la force avec Ethiopian, Airlines, Sky et tout, qui sont des hubs et qui ont tout un package avec eux, contrairement à chez nous. Je décolle de Kinshasa, je vous dépose à Lubumbashi, le contrat il s'arrête là, différemment des autres. L'autre point, vous avez l'État qui est actionnaire dans sa compagnie. Je prends le cas de Ethiopian. C'est 100% étatique. Mais la gestion n'a pas de décision politique à l'intérieur. Ou c'est tel ministre qui envoie tel... C'est vraiment l'économie qui prime là-bas. Et ils sont totalement commerciaux.
s'il faut aller sur une ligne, je dis, bon, pour le cas touristique et tout, c'est l'État qui finance, qui dit, bon voilà, moi je veux mettre ceci, pourvu que le tourisme que ça va booster, ça va revenir auprès de la compagnie. Sinon, on n'en a pas. L'État, bien sûr, peut faire certaines subventions, mais c'est le même État aussi, quelque part, quand vous entrez, vous apprendrez que l'État doit au pavillon national, l'État doit ceci, l'État doit ceci. Mais comment ces entreprises vont-elles pouvoir fonctionner? Ok. Alors, ma question porte sur le moteur de développement économique et social, les aéroports de la régie de voies aériennes. C'est comme si on était encore en 1960, peut-être 55 pour certains aéroports. Et la situation, elle est catastrophique. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes secrétaire général au niveau de l'Union nationale de l'aviation civile en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il vous arrive de débattre de cette question? Comme vous l'aviez dit, j'ai apprécié ce que vous dites. Une compagnie aérienne chez nous, ça signifie acheter des billets, faire des bénéfices, un point, un trait. Il n'y a rien d'autre, aucune autre connexion. Mais l'État lui-même, au travers de ses aéroports, est-ce que les aéroports sont attractifs pour permettre ce genre de situation? Les quelques réhabilitations qui interviennent deux fois, c'est revoir peut-être le salon d'honneur, c'est toujours ça. Quand il est beau, ok, il y a un salon d'honneur, tout ça. Mais on ne pense pas aux passagers lambda, généralement. Les salles d'attente, c'est toujours du vrai n'importe quoi. En Gili, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a comme travaux en ce moment. C'est des hangars, pratiquement, qui sont en pleine construction, parce que, semble-t-il, on réhabilite, on ne construit pas, mais on réhabilite l'ancien bâtiment. Et toutes les boutiques qui étaient à l'intérieur des magasins, et les autres magasins, sont le long du parking. On croirait une kermesse, finalement. C'est une très mauvaise image du pays. Alors, parlez-nous un peu de ces moteurs de développement économique et social des aéroports de la régie des voies aériennes. La République démocratique du Congo a 53 aéroports et aérodromes sous la gestion de la RVA. Le gros souci qu'on a aujourd'hui, on parle du désenclavement. Parce que l'actuel VPM est le troisième à avoir dans ses attributions le désenclavement. C'est un peu plus récemment qu'on a le ministère des Transports, Voies de Communication et de désenclavement. Nous sommes au troisième acteur qui a dans son cahier de charge ou dans ses attributions le désenclavement. La régie de voies aériennes, malheureusement, elle s'attarde sur les aéroports à fort taux de trafic. On va dire, quand on veut réaménager ou améliorer un aéroport, ils ont les statistiques du trafic. On se dit, là, on a 1 million, on peut améliorer. Là, on a 2 millions, on peut améliorer. Mais regardez l'intérieur du pays, il n'y a pas de connectivité. Je vais donner un exemple beaucoup plus simple. Guado, Gemena, Bandaka. Tous à l'équateur, le pôle équateur. Quel est ce vol qui relie en même temps Bandaka, Gemena, Guado? Il n'en existe pas. Et vous serez surpris que quelqu'un, pour quitter Guado et arriver à Bandaka, fait une escale à Kinshasa. Il paye un billet beaucoup plus cher, Guado-Kinshasa. Si le même jour il y a un vol qui va sur Bandaka, il le prend. Sinon, il va attendre. Ouais. Sinon, il attend le prochain vol qui va faire Kinshasa-Bandaka. Et pourtant, ils sont dans la même zone. Quel est l'aéroport que la RVA va pouvoir réhabiliter en premier? Bien sûr, ça sera Bandaka. Parce que pour eux, ils vont voir les statistiques. Mais ça ne veut pas dire que Guado n'a rien d'attractif. Ça ne veut pas dire que Gemena n'a rien d'attractif. Autre chose, nous allons y aller, il n'y a pas de vol de nuit dans notre pays. Lubumbashi, oui. Et Goma à l'époque. Quand je parle de vol de nuit, je ne veux pas voir ces aéroports parce que l'RVA réfléchit en termes de statistiques. Mais nous, on va aller beaucoup plus sur le développement à l'intérieur du pays. Que perdrait une compagnie à faire un vol de nuit sur Mbujimaï, par exemple? On n'en a pas. Que perdrait une compagnie à aller de nuit à Kolwezi, à Kisangani, pourquoi même pas le Bandaka dont nous en parlons? Oui, Siro, voilà. Qu'est-ce qui perdrait? La grande difficulté qu'il y a, on se concentre sur ces aéroports à fort trafic parce que ça produit. On ne voit pas le potentiel qu'il y a dans les autres aéroports. Prenons le cas de Lodja. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des vols qui s'opèrent, mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer Lodja?
Or, Lodja, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'habitants, il y a moins Congolais que ceux de Kinshasa ou de Lubumbashi, de Goma ou de Kisangani. Lodja produit. Déjà, s'il faut parler du riz, s'il faut parler de pondou, de produits vivriers qui viennent chaque jour par vol sur Kinshasa. C'est déjà quelque chose. Les manufacturiers qui quittent Kinshasa pour Lodja, pourquoi pas améliorer cet aéroport? Parce que ça promet. Les autres aéroports, je parle de Kamina-Ville. Vous savez que Kamina, c'est un chef-lieu. Oui, un chef-lieu de la province mais quelle est cette compagnie? Mais quelle est cette compagnie qui dessert régulièrement Kamina? Carrément oublié. Ce sont des compagnies, des aéronefs de missionnaires, ainsi de suite, des ONG. Carrément abandonné. Mais ça ne veut pas dire que Kamina ne produit rien. Ça ne veut pas dire que Kamina n'a rien du tout. Mais si on va en termes de statistiques, on tue en fait la République dans cette connectivité. Parce que quelqu'un qui aimerait arriver à Kamina, au départ de Kinshasa, va faire un vol Kinshasa-Lubumbashi et trouver un petit porteur de Lubumbashi jusqu'à Kamina. Mais quel serait le coût du billet? Alors, la régie de voies aériennes, parce qu'elle ne s'occupe pas à pouvoir améliorer les infrastructures, est en train d'enclaver le pays en soi. Parce que l'aéroport de Kamina est sous gestion de l'RVA. L'aéroport actuel de Lubumbashi-Luano connaît des problèmes. Vous avez parlé de réaménagement, de surface et tout, mais on ne va pas venir nous dire ici que cet aéroport a un poids qui peut supporter un poids d'autant de tonnes. La plupart des fois que l'on parle d'infrastructures au niveau de l'RVA, on l'a réparé, maintenant on touche encore l'aéroport, c'est décalé de 600 mètres, c'est les informations qu'on a. On se pose la question, finalement, quel était le tonnage, pour que les gens nous comprennent, le tonnage limite, pour qu'on se dise, voilà, si l'aéroport peut acquérir un avion de 50 tonnes, que ceux qui ont plus de 50 tonnes ne puissent pas se poser. Et aujourd'hui, on refait toujours la piste, on refait la piste. Toujours en pleine réflexion. Je ne sais pas ce qui se passe avec cet aéroport-là. Mais elle est toujours, plutôt la piste de cet aéroport, elle est toujours en réflexion. D'où on pose la question. Il y a des ingénieurs en aviation civile au niveau de la RVA. Ils connaissent bien les calculs ACN, PCN, donc par rapport au poids de l'avion et le poids de la chaussée, rigide ou autre chose. Mais pourquoi ça ne marche pas? Je pense que la solution à ce problème, c'est qu'il y ait une vision qui soit matérialisée au niveau de la régie de voies aériennes, de comprendre son importance dans le désenclavement de ce pays. On aimerait bien tel aéroport, tel type d'avion. Parce que même on se plaint. On peut avoir la compagnie nationale, mais elle ne sera pas du tout nationale parce qu'elle viendra avec des avions en réaction, mais pour se poser dans quels aéroports? Elle ne sera pas nationale, c'est vrai. Voilà. Elle ne couvrira que les grandes villes. Mais elle ne sera pas nationale. Et les gens seront dans l'obligation de prendre les petits porteurs des privés pour aller dans d'autres coins de la République. Donc, d'où, entre guillemets, s'il faut le dire, il faudra parler d'une compagnie nationale, ça resterait toujours entre guillemets. Parce que celui qui est, par exemple, à Ilebo, comment connaît-il la compagnie nationale? C'est une question. Donc, il faut venir dans les grandes agglomérations pour connaître la compagnie nationale. Mais il y a 10, bon, un peu plus que ça, 30 ans en arrière, mais la compagnie nationale allait dans le fin fond. Oui, avec des connexions de Fokker, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il faudra aussi dire que les RVA, à l'époque, qui étaient aussi partenaires à la compagnie nationale, faisaient des aéroports taillés sur mesure de la flotte qu'avait la compagnie nationale. Okay. C'est-à-dire, si j'ai un Fokker 50, les aéroports où on a difficulté à acheminer du matériel et tout, on s'est dit, on va faire un aéroport taillé sur mesure sur une flotte, par exemple, Fokker 50. Si un avion beaucoup plus lourd qu'un Fokker 50, il ne va pas se poser. Il est plus léger qu'un Fokker 50, il va se poser. Donc c'est comme ça qu'étaient taillés les différents aéroports et même le routing des compagnies, le routing des avions qu'avait la compagnie nationale à l'époque était défini selon le type d'aéroport et de marché. Et surtout, j'insiste, et des marchés qu'on trouvait à l'intérieur du pays. Le cas de Kananga, Bandaka
Et tout ceci, vous avez, à l'époque, c'était le Boeing 737 qui faisait ces petites connexions. Et les grandes connexions comme Lubumbashi, Goma, ils y allaient avec soit le DC-8, soit avec le DC-10 qu'on a connu. Et c'est valable jusqu'à aujourd'hui. Ce que fait CA, il ne va pas se poser avec l'A330 en Bujimaï. Même Mabounia, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, mais si on pouvait poser en même temps un A330 à Bunia, il y a beaucoup de choses qui pourraient faire que les gens ne viennent plus à Kinshasa. Parce que vous avez dit, tous, les compagnies nationales déjà elles-mêmes, en fait, et les autres compagnies, c'est de relier tout le monde à Kinshasa. Et finalement, tout le monde se rend compte que c'est Kinshasa qui donne la vie. Mais Goma avait quand même cette particularité. Vous atterrissez à Goma pour aller à Beni et Butembo. Il y avait des connexions à l'époque, du moins. En ce qui concerne Beni et Bunia, les privés faisaient, il y avait des connexions qui vous attendaient pour aller directement là-bas. Tout à fait. Mais quand on parle de connexion, on voyait toujours Kinshasa. C'est là, en fait, le gros problème. Kinshasa, Goma, connexion. Voilà. Mais pas l'inverse. Parce qu'on se dit, tout ce qui est bon vient de Kinshasa. Et là, parce qu'on parle des RVA, c'est parce que vous vous rendrez compte que même quand vous êtes à l'intérieur du pays, vous vous adressez à la RVA sur place, vous dites, nous attendons Kinshasa. Et tout est concentré sur Kinshasa. Vous voulez améliorer, on améliore d'abord Kinshasa. Ce qu'il dit, c'est très important ce qu'il dit, parce que comment pouvez-vous expliquer que pour quitter, par exemple, Goma, au fin de se rendre à Mbandaka ou bien à Kindu, il faut d'abord venir à Kinshasa. Et ça, c'est vous, du moins, je ne sais pas si il arrive que nos autorités disposent de planification ou d'un cercle d'études. Je ne sais pas, on se pose cette question, si ça existe. Sinon, nous sommes dans une situation assez délicate. On le dit, mais l'aviation civile en soi, ou le transport aérien, ne marche pas seul. Ça s'accompagne de plusieurs domaines, voilà, paramètres, vous dites, mais de plusieurs domaines aussi qui viennent soutenir le transport aérien. Je vais donner un exemple, toujours pour rester dans le cadre de l'RVA. Quand on fait un plan de vol, prenons le cas de Goma, Kinshasa-Goma, vous faites un plan de vol. Vous entendez souvent les passagers dire, nous ne sommes pas arrivés à Goma, mais l'avion fait diversion parce qu'il y avait mauvais temps à Goma, nous avons atterri à Kisangani, soit à Kindu. Mais quand on doit définir un aéroport de dégagement, un aéroport de diversion, tous ces passagers qui sont à bord, qui atterrissent à Kindu, qui atterrissent à Kisangani, ce n'est qu'un exemple, où sont-ils logés? Parce qu'à l'aéroport, il n'y a pas justement d'hôtel. Pour ce qui est de la sûreté, c'est déjà une faille. Que le passager qui a déjà été filtré sorte de l'aéroport et le lendemain, si le vol est programmé pour demain, revienne encore à l'aéroport. On peut avoir à ajouter 2-3 choses dans son sac à main, bagage à main, et comme ça sera... Non, ils viennent d'arriver, c'est le même sac avec le bag sûreté et tout, et ils embarquent. Là, c'est déjà un problème. Au niveau de la sécurité, quand on parle d'un aéroport de diversion, on se rassure que cet aéroport devra avoir du carburant. Mais la plupart du temps, on vous dira quand vous faites un vol Kinshasa-Goma, vous n'avez du carburant qu'à Goma ou encore à Kisangani. Donc, si vous avez la bonne chance d'atterrir à Kisangani, on vous dira qu'il y a du carburant. Encore faut-il qu'on vous dise qu'il y a du carburant. Encore faut-il qu'on vous dise qu'il y a du carburant. Mais est-ce que ça fait de tous ces aéroports, selon les normes, des aéroports de diversion? Parce qu'on peut se dire, on a tourné, on a attendu, on ne pouvait pas faire autrement, alors nous nous sommes posés à Kisangani. Nous avons trouvé du carburant, on a fait le plein, on a pris les carburants nécessaires, et nous avons redécollé, nous sommes allés à Goma. Mais ça, il n'y a pas. Est-ce qu'on pratique l'aviation ou on est en train de jouer sur la théorie et la pratique? C'est-à-dire, on apprend qu'on fait ceci, mais en pratique, c'est autre chose. Et cela aussi a un coût sous le coût du billet. Pourquoi je le dis? Ceux qui sont dans les opérations, et j'aimerais aussi apprendre aux autres, l'avion, c'est le poids et le carburant. Plus vous transportez du carburant, moins vous avez de quoi vendre vos poids. OK. Je reprends. Plus vous avez de carburant embarqué, moins vous avez de poids à vendre.
moins vous avez de carburant, plus vous avez de poids à vendre. Ah bon? Tout à fait. Mais ce carburant, c'est la sécurité. Je dois avoir un carburant qui me permet de quitter un point A vers un point B. Ce même carburant doit me permettre de faire une alternate, c'est-à-dire une diversion, peut me permettre de faire un holding, peut me permettre de, si on va au-delà de la sécurité, bien sûr, mais c'est toujours la sécurité, d'aller vers un autre aéroport de dégagement et de faire encore une attente et de me poser. Je ne veux pas atterrir vraiment sec, mais j'ai de quoi encore pour rouler, au cas où et tout. Mais si déjà au départ de Kinshasa, je donne un exemple, et vous verrez pourquoi Lubumbashi et Goma sont le plus rentables. Je sais qu'il y a du carburant à Lubumbashi, je sais qu'il y a du carburant à Goma. Ça veut dire que je veux transporter ce qui est nécessaire pour le vol. Et j'ai beaucoup plus de poids à vendre. Et je les vends. Parce qu'une fois que je me pose à Goma, je rajoute du carburant. Je vais à Mbujimaï. Je vais prendre le carburant et pour Kinshasa, Mbujimaï, et pour Mbujimaï, Kinshasa. Dans les mêmes mesures de sécurité, ça veut dire que j'aurai plus de carburant et j'aurai moins de poids à vendre. Ça veut dire que le poids va coûter beaucoup plus cher quand je vais aller sur Mbujimaï. Pourquoi? Parce que j'ai pris beaucoup plus de carburant pour me faire un aller-retour. Et c'est là avec toute la sécurité que ça implique. Mais si les RVA se battaient à ce que tous ces aéroports soient aux normes, on aurait beaucoup moins de problèmes pour le prix du billet assez excessif et ainsi de suite. Voilà. Vous avez pratiquement dessiné un tableau plus ou moins alarmant de la situation que vit la République démocratique du Congo. Et avant que je ne vous libère, Monsieur Mutamba Marvel, qu'en est-il des indicateurs? Si nous devons être évalués, si nos aéroports doivent être évalués, nous sommes où en ce qui concerne la sûreté et la sécurité? Bon, la sûreté, je vais mettre beaucoup de retenue, parce que c'est aussi une affaire de souveraineté de l'État. Beaucoup plus pour la sûreté, mais il y a du chemin à faire. Tout ce que je peux dire, il y a vraiment du chemin à faire pour ce qui est de la sûreté. Je vais déjà donner un exemple. Combien d'aéroports en RDC sont certifiés? Il n'y en a pas. Ah bon? Il n'y a pas d'aéroport encore certifié qui dit voilà qu'il y a sa certification en termes de sûreté, sécurité. Il n'y a pas. Mais les audits sont en cours pour pouvoir aider la régie de voies aériennes qui est gestionnaire des aéroports internationaux à pouvoir certifier ces aéroports. Pour ce qui est de la sécurité, dans son domaine, parce qu'avec le dernier audit, on a fait des grandes avancées. Mais pour revenir, j'ai parlé des aéroports RVA, vous verrez qu'il y a un gros souci de la sûreté. Combien d'aéroports sont clôturés ici en République démocratique du Congo? Combien d'aéroports sont clôturés? Une grande question aussi. Donc ça veut vouloir... Même en Djili, ce n'est que le flanc vers le boulevard qui est clôturé. Le côté du fleuve, on n'en a pas. On n'en a pas. Donc, à Lubumbashi, c'est à peine que je vois qu'on est en train de faire. Ouais, on fait un effort. Mais je dois dire que Lubumbashi est plus avancé que Kinshasa. Oui, en termes en termes de sûreté, s'il faut le dire aussi, de sécurité. Donc ça veut vouloir dire aujourd'hui, un chien peut pouvoir traverser la piste sans problème. Un avion atterrit, un chien il passe. Pourquoi il n'y a pas eu une frontière ou une limitation entre le champ et le côté de l'aéroport? Il n'y a pas. Donc un avion peut atterrir, il croise un champ. Et ça peut créer un accident. Non, il y a des chèvres qui ont causé des accidents. Il y a des personnes qui traversent en moto sur la piste qui ont créé des accidents. Bien sûr. Mais parce qu'il n'y a pas... C'est pas clôturé. Justement, c'est pas clôturé. C'est tout ça là le problème. Et les personnes qui entrent à l'aéroport, parce qu'on parle de sûreté, qui connaît les intentions de cette personne qui traverse? Parce qu'on parle de la sûreté. On ne connaît pas les intentions. Pourquoi traverse-t-il? Est-il censé traverser? Qui est-il pour être dans cette zone-là? C'est tout ça le problème. Et c'est généralisé dans toute la République. Et vous apprendrez que même
certains avions, à peine parqués, vous trouverez qu'il y a une pièce qui a été prise, ainsi de suite. Non, moi, j'ai vu le carburant être pris à l'aéroport, sur des avions, avec de bidons de plus ou moins 25 litres. Je ne comprends pas. Alors, les gens se posent la question, qu'est-ce qu'ils en font, en fait? Le carburant pris dans un avion, le kérosène, il n'est pas utilisable dans un véhicule. Ils en font quoi? Bon, déjà, s'il faut un peu démystifier, le jet A1, comme on dit carburant, c'est carrément du pétrole à l'état pur. OK. De toute impureté, c'est ça le jet A1. Et dès qu'il y a de l'impureté, mais vous le vendez comme un pétrole ordinaire. Et ça joue le même rôle? Tout à fait. C'est OK. du pétrole ordinaire. Sinon, imaginez quelqu'un vous vole du carburant d'avion. Qu'est-ce qu'il va faire avec à l'extérieur de l'aéroport? C'est une question. Ont-ils des avions, des hélicos? Donc, ils les utilisent autrement? Tout à fait. C'est du pétrole. OK. Quelles sont les impuretés qu'ils mettent pour que ça devienne du pétrole? Donc, déjà, le contenu, en fait, quand vous mettez dans un bidon, ce n'est pas déjà approprié. Il est déjà contaminé. Donc, voilà. Parce que le carburant ne peut jamais rentrer dans l'avion. OK, je vois. Le bidon, il est déjà contaminé. Donc, voilà. Aïe, aïe, aïe. Nous avons un sérieux problème. Merci beaucoup pour ce que vous venez de nous donner comme information. C'est toujours intéressant de vous avoir sur ce plateau parce que vous nous donnez toujours beaucoup plus d'informations par rapport à ces domaines que nous ne maîtrisons pas. Et une question que je vais vous poser comme Congolais. Oui. Comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo dans les secteurs d'aviation? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je sais, au regard de tout ce que vous avez dit, cet avenir n'est pas réluisant. Ça, c'est une évidence. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne? Où il faut toucher pour que, peut-être dans 10 ans, si Dieu nous prête vie, que nous tenions encore une émission du genre, que nous puissions avoir un autre langage? Déjà, l'aviation, c'est un domaine régalien de la République. Permettez d'ouvrir une petite parenthèse. Quand on voit Ethiopian Airlines, vous voyez la souveraineté de l'Éthiopie. Quand vous voyez Air France, vous voyez la France elle-même. Vous voyez l'Air Maroc, la même chose. Vous voyez le royaume de Maroc. Égyptaire, même chose. D'accord. Quand on regarde le pavillon national congolais, on devrait voir ce qu'est le pays. Une compagnie nationale a toujours été à l'image du pays. Toujours l'image du pays. Nous vendons notre pays à travers son pavillon national. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'un pavillon national. Qu'est-ce qu'il faudrait faire actuellement? La République regorge des filles et des fils qui peuvent encore beaucoup plus apporter dans ce domaine très capital qu'est le transport aérien. Il y a des études qui sont faites, il y a des propositions, des marches à suivre, des procédures. Tout cela existe. Mais seulement le problème, c'est que ces personnes et leurs idées sont étouffées. Quand on veut améliorer, elles sont étouffées. Combien, toujours parlons de l'RVA, vous apprendrez qu'un est venu pour construire l'aéroport, finalement, ce n'est pas lui, on donne à quelqu'un d'autre. Il y a un procès de l'autre côté. Pendant qu'il y a un procès, on donne le marché à une autre personne. Tous ces problèmes ne font que reculer le pays. On ne dit pas que tous ces projets sont mauvais. Tous ces projets sont bons, mais c'est lui qui les attribue, c'est lui qui les fait fonctionner, nous met en fait dans une situation de ne pas pouvoir évoluer. Aujourd'hui, vous posez la question à un Congolais lambda. Congo Airways, Air Congo. Lequel des deux est le pavillon national? Vous dites, bon, là-bas, c'est l'État congolais, mais on vous dit, de l'autre côté aussi, c'est l'État congolais. Dans quel État du monde vous trouvez deux compagnies nationales? C'est le cas chez nous. Si nous, si nous sommes le premier, tant mieux. Mais seulement, regardons ensemble ce qui se passe. Air Congo dessert quelle destination? Congo Airways dessert quelle destination? Finalement, l'État est en concurrence avec l'État. L'État est en concurrence avec l'État. Mais s'il faut proposer mieux, je dirais, bon, Congo Airways
bats-toi pour faire l'intérieur du pays. Va sous les petites villes, un peu grandes agglomérations, comme certains aéroports de la RVA. Je prends Bujimaï, Kananga, Bandaka, Kisangani, Beni, Bunia, Bukavu, Kalemi. Maintenant aussi on peut le retoucher. En fait, Kolwezi, je ne prends que ça. Je dis, ça c'est Congo Airways. Bon, toi, Air Congo, ce n'est qu'un exemple, va faire la sous-région. Vous prenez Air Congo, vous retrouvez, on a parlé tantôt de la réciprocité, allez à Kampala, allez à Addis, allez à Nairobi. Plus proche ici à Luanda. Oui, allez un peu partout, on voit la couleur de la RDC. Le pavillon national se dit, ah, en fait, c'est Air Congo, ah, c'est la République démocratique du Congo. Au moins, on se dit, on a deux compagnies nationales, l'un fait l'intérieur, l'autre la sous-région ou l'international, tout ce qu'il y a, mais les deux se battent à même marché. Et vous ajoutez en cela les privés qui sont sous les mêmes lignes. Un manque de planification. D'où, demain, qu'est-ce qu'on aura? On n'aura plus de compagnie nationale. On n'aura plus de compagnie privée non plus. Parce que là, c'est chacun qui se bat pour... sa survie. Voilà. Mais est-ce que, dans l'état actuel des choses, est-ce que l'État aide le transport aérien en RDC? Pas du tout. Il y a des aéroports à l'époque qui produisaient, en fait, qui faisaient vivre des villes. Et aujourd'hui, ces villes n'existent pas parce qu'il n'y a pas de transport aérien. Que serait l'Odja aujourd'hui sans transport aérien? Rien du tout. Il n'y a pas de voie d'accès facile pour arriver à l'Odja. C'est le transport aérien qui fait vivre la ville de l'Odja. Rien que pour un exemple. Mais il y en a plusieurs qui vivent... en fait, même tout un territoire. On va parler du territoire de Chabunda qui ne vit que grâce au transport aérien. Maintenant qu'il n'y en a pas, c'est compliqué. Comment ils vivent? Mais s'il y a cette planification, comme vous avez dit, et qui existe déjà, qui a déjà été faite, mais qu'on arrête toutes ces mains politiques derrière parce que je crois que, et je suis sûr à 100% qu'on pourra sortir la tête de l'eau dans ce monde qui est le transport aérien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Moutamba Maloa Marvel. Je rappelle qu'il est secrétaire général de l'UNAC RDC, Union nationale de l'aviation civile en République démocratique du Congo. Il nous a vraiment donné toutes les informations relatives aux moteurs de développement économique et social des aéroports en République démocratique du Congo et ces aéroports qui sont gérés par la Régie des voies aériennes. Nous avons eu suffisamment de matière, ce qui va nous permettre, nous l'espérons, de changer les fusils d'épaule si les autorités suivent et réagissent dans ce sens. Peut-être que dans 10 ans, on fera une émission beaucoup plus prolifique. Sinon, ce sera une émission beaucoup plus catastrophique. Déjà que nous avons du mal à nous occuper de ce qui roule. Qu'en est-il de ceux qui volent? Ce sont là les grandes questions. Merci de nous avoir suivis. Très bon suite des programmes sur Business and Market Télévision, BMTV. Merci et à la prochaine.